peux te présenter. Parfait. Bonjour à tous, donc moi je suis Richard Faucheron, je suis ingénieur de recherche au CESBio, Centre Actuel. Et moi je vais vous parler d'un retour d'expérience un petit peu sur nos tentatives de compréhension en fait du réseau qu'on a développé dans le cadre de notre travail et plus particulièrement autour de l'absence d'aliasing dans les reconstructions de notre réseau de neurones. Donc d'abord, je vais vous parler rapidement du contexte, donc plutôt de la formulation du problème, et vous allez me dire un petit peu ce que c'est l'aliasing. Ensuite, je vous parlerai des données et de notre architecture. À partir de cette architecture et de reconstruction, on va faire quelques observations qui vont nous aider en fait à interpréter un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de notre modèle. Et de ces interprétations, on va avoir deux questions qu'on va se poser, et j'y répondrai dans la section 3 et 4, qui font 3 diapositives chacune, avant de conclure. Donc, pour notre problème, alors on a notre satellite SMOS, qui est un radiomètre interféromètre, qui va mesurer donc ces fréquences, donc différentes scènes, avec ces 69 antennes. Et l'idée, c'est que la corrélation de ces antennes 2 à 2, les mesures de ces antennes, nous donne ce qu'on appelle des visibilités. Et à partir de ces visibilités, en théorie, on peut retrouver les températures de brillance de la scène, donc les températures en Kelvin. Dans les faits, on va avoir un instrument d'une certaine dimension, et en fait, l'espacement entre chacune des antennes les plus proches 2 à 2, ou plutôt le trop gros espacement entre ces antennes, va induire ce qu'on appelle des repliements en français, et donc des aliasing en anglais. Et les repliements, c'est ce que vous pouvez voir sur cette image ici, où on va voir à différentes zones de la reconstruction l'image qui va se superposer à elle-même. Et donc, on va avoir une zone exploitable, des températures de brillance exploitables dans une zone restreinte, ici en rouge et orange, qu'on va appeler le AFOV, pour Extended Alias Free Field of View. Et donc notre problématique, c'était de se dire, qu'est-ce qui se passe si on utilise un réseau de neurones pour faire cette inversion à la place du modèle traditionnel, le modèle algébrique utilisé jusqu'à là. Donc, comme notre architecture est une méthode supervisée, on avait besoin de 2 types de données, donc des scènes de température de brillance et des échantillons de visibilité correspondants. Ces températures de brillance, on les a tirées de la chaîne de traitement SMOS officielle. Donc c'est une carte globale, comme ça, moyennée pour chaque mois. Donc on allait piocher dedans, finalement, nos cartes de température de brillance. Ensuite, on a modélisé l'instrument SMOS numériquement, et on a généré, comme ça, les visibilités correspondantes. Et on y reviendra plus tard, mais on aura aussi l'occasion d'utiliser des masques de fraction d'eau, qui sont donc la proportion en eau dans chacun des pixels. Ça, c'est juste en connaissant les coordonnées de la mesure. Donc, le plus intéressant maintenant, l'architecture. Donc, dans l'encadré bleu clair, on a les différentes couches qui se succèdent. Finalement, cette architecture, on peut la séparer en 2 blocs. Le premier bloc, c'est cette couche connectée juste ici. Et le deuxième bloc, c'est l'auto-encodeur, qui est un UNet, un peu de choses près. Et donc, en fait, on va avoir cette première couche connectée, dont le rôle est de faire l'inversion directement des visibilités vers les températures de brillance. Donc, ce qu'on attend de cette couche, c'est qu'elle nous propose une première estimation de notre scène reconstruite finale. Et en fait, l'auto-encodeur, lui, a pour rôle d'ajouter sur cette première estimation un masque de correction, en prenant en compte l'information géographique de cette première estimation, pour, par exemple, affiner les zones difficiles, typiquement les côtes, donc les transitions ternaires, qui sont dures à reconstruire et très, très précises. Voilà, donc ça, c'est notre architecture telle qu'on l'a pensée. Donc tout de suite, pour montrer un petit peu le résultat, donc on va avoir ici un exemple de reconstruction. Donc en haut à gauche, c'est notre scène de référence. Au-dessous, la reconstruction par notre réseau de neurones, et en dessous, la reconstruction par méthode algébrique, sur laquelle on a laissé pour voir un petit peu les repliements qui s'y imposent. Juste à droite ici, la différence avec la carte de référence pour la méthode algébrique, et ici la même chose pour le réseau de neurones. Seulement ici, on s'est contraint seulement sur la FOV pour la comparaison. Donc cette zone sans repliement.
Ce qui nous sautait aux yeux, en fait, dès le début, c'est qu'on n'a pas du tout donc de repliement sur nos reconstructions par réseau de neurones, et que tout le champ est reconstruit. Et ça va être, ça nous a posé un petit peu question pour deux raisons. La première, c'est que les visibilités, nos données d'entrée, qui sont les mesures du satellite, donnent beaucoup d'informations à l'intérieur de cette UAFO, en fait, assez peu à l'extérieur. Donc, ils parviennent à reconstruire comme ça sur le bord de l'image assez fidèlement notre image, qui se pose un petit peu question. Et surtout que l'aliasing, c'est un phénomène qui est inhérent à la façon dont la mesure a été prise, et normalement pas du tout à la façon de la reconstruire. Donc, quelle que soit la méthode d'inversion, l'aliasing aura toujours un effet. Donc, on a voulu voir un petit peu en cherchant dans le modèle où est-ce que l'aliasing venait polluer notre réseau de neurones, en fait. Ok. Donc d'abord, on a regardé les reconstructions. Donc à droite, là, il y a un exemple de reconstruction avec de mauvaises performances, donc beaucoup d'erreurs, c'est parmi les pires reconstructions. Et en fait, on voit très nettement une zone au centre de cette reconstruction, sur la carte d'erreur, avec des erreurs beaucoup plus faibles et qui semblent se dessiner dans cette forme. Et effectivement, quand on fait la moyenne sur tout notre jeu de données test de ces cartes de différence, on obtient cette carte-là. Et on peut voir donc cette erreur plus élevée à l'extérieur de la forme et à l'intérieur qui se dessine assez bien des erreurs plus faibles. Ça, comme je le disais, on s'y attendait puisque les visibilités donnent beaucoup d'informations sur la zone de la forme. Ce qui était plus intéressant, en fait, c'est quand on a regardé les feature maps, donc les cartes de caractéristiques, traduit comme ça en français, des couches intermédiaires du réseau, on a trouvé quelques cartes de caractéristiques de ce style, où en fait les neurones ne s'activaient qu'à l'intérieur, ou quasiment qu'à l'intérieur, et exclusivement à l'extérieur de cette UAFO. Et donc des cartes de caractéristiques comme ça, on en a peut-être une douzaine sur tout ce qui est liable, donc plus de, je sais pas, 2000. Et seulement dans les couches les plus profondes du réseau. Et en fait, ça c'était très intéressant parce que ça voulait dire que le réseau arrivait à déterminer les zones qui étaient polluées par l'aliasing de celles qui ne l'étaient pas, et en fait utilise cette information comme une caractéristique de la donnée qui semble-t-il lui est utile pour la reconstruction. Donc il utilise cette information après l'avoir repéré de cette relation entre les visibilités et les températures de brillance. Et effectivement, si on regarde notre sortie de cette couche connectée et la sortie de notre auto-encodeur, qui vont donc s'additionner pour donner la reconstruction finale, on voit assez clairement que notre couche connectée fait ce pourquoi on l'avait placé, c'est-à-dire que il nous fait une première estimation de notre reconstruction, température de brillance, et semble plus précis au centre qu'à l'extérieur. Donc en fait, là, il subit les effets de l'aliasing, comme on s'y attendrait, avec peu d'informations extérieures. Et par contre, l'auto-encodeur ne fait pas exactement un masque de reconstruction, de correction sur les zones compliquées. En fait, s'applique très clairement à reconstruire le reste de la forme, et donc plutôt à extrapoler les températures de brillance manquantes par rapport aux données qu'on avait dans nos visibilités. Voilà, donc ça c'est à partir de ça, on a un petit peu cette première interprétation de ces observations. On se dit, voilà, on voit la sortie en fait de notre couche connectée qui fait cette première reconstruction de notre carte de température de brillance. Et ensuite, l'auto-encodeur va détecter la zone avec beaucoup d'informations de celle qui en a peu et va extrapoler, se concentrer là où il y a le manque d'informations. À partir de cette première interprétation, on s'est posé des questions. Donc, d'abord, par rapport aux données qui, en fait, ont été tirées donc, de cette carte globale, qui est un agrégat de reconstruction faite par la méthode algébrique. Donc, on s'est dit, bon, est-ce que, quelque part, on n'a pas l'EAFOV, un pattern de l'EAFOV qui serait communiqué comme ça par ces données de départ, et que c'est pas ça qu'on retrouve juste. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'en changeant l'architecture, on va avoir la même influence de l'EAFOV, de ces aliasing, dans nos couches intermédiaires et dans nos reconstructions. Donc,
rapidement pour la première question. Donc, comme je disais, on avait pioché finalement nos références, nos cartes de référence de température de brillance de cette carte globale. On a fait une petite expérience, tout simplement qu'on a réentraîné le modèle dans les mêmes conditions, avec les mêmes cartes de température de brillance, mais cette fois, on a généré nos visibilités d'un instrument modélisé qu'on a retourné de 90 degrés. En fait, ce que ça fait, c'est tout simplement que la forme de la fauve change. Et donc, on s'est dit, maintenant, si on réentraîne le modèle sur ces nouvelles données et qu'on observe les résultats, eh bien, est-ce qu'on a cette nouvelle forme de la fauve? Auquel cas, on est assuré que le réseau comprend bien la relation entre les visibilités qu'on lui donne et les cartes de température de brillance. Ou est-ce qu'il va nous remontrer le fauve précédent? Auquel cas, ça veut dire qu'elles appartenaient tout simplement aux données d'entrée. Donc là, je vous montre tout de suite plusieurs résultats pour répondre assez vite. Effectivement, on va avoir notre modèle qui s'est adapté et qui a donc changé le HAFOP, c'est sa zone avec plus d'informations. Donc on retrouve sur la carte d'erreur moyenne, on retrouve dans certaines cartes de caractéristiques et la même stratégie de reconstruction avec la couche connectée qui fait plutôt le centre et l'auto-encodeur qui s'occupe de l'extérieur de cette HAFOP. Et donc pour la seconde question, qu'est-ce qui se passe si on a une nouvelle forme de cette architecture? Donc là, vous reconnaîtrez l'auto-encodeur. On a la même architecture à 2 détails près. Le premier, c'est que cette fois, on a déplacé la couche connectée qui n'entre plus dans l'entrée de l'auto-encodeur, mais passe directement dans l'espace latent. Et le second changement, c'est qu'en entrée de l'auto-encodeur, on a placé le masque de fraction d'eau que je vous ai montré plus tôt. Alors en fait, en regardant les couches intermédiaires, je montre quelques sorties pour l'exemple. Donc on va avoir notre masque de fraction d'eau qui rentre de l'auto-encodeur. Et donc, pendant ce chemin d'encodage, le réseau va étudier la géographie, en fait, l'information spatiale, mais aussi un peu une notion de contenu en eau de chaque pixel, sachant que l'eau est très corrélée aux températures de brillance. Et on va avoir voilà, cet encodage qui est dans un autre espace, et les visibilités, donc, encodées également dans ce nouvel espace, et l'information va pouvoir être ainsi diffusée dans cet espace latent avant d'être décodée petit à petit vers nos températures de brillance. Et en fait, cette fois, on ne retrouve plus du tout de traces de HAFOP dans les couches intermédiaires. Donc là, nulle part, impossible de le trouver. Et en fait, on pense que c'est parce qu'il y aurait ces visibilités qui, n'étant plus contraintes à être inversées directement vers les températures de brillance, et donc dans cette relation, on sait qu'il y a de l'aliasing. En fait, en diffusant l'information qu'il a telle qu'il l'a dans cet espace latent, qui est un encodage de l'information spatiale, n'a pas de raison en fait de nous faire apparaître une forme de HAFOP, de faire cette distinction explicitement. Et quand on regarde nos cartes d'erreur moyenne, donc ici de notre nouveau modèle, le modèle latent, et ici le modèle précédent, on voit que la différence en fait d'erreur entre l'intérieur de la HAFOP et l'extérieur de la HAFOP est bien moins marquée. Quand même, en changeant un petit peu l'échelle des valeurs, en le cherchant pour de vrai, on retrouve une forme qui ressemble. Très clairement, donc ça on explique que c'est toujours pareil, les visibilités donnent plus d'informations. Dans tous les cas, si le modèle arrive à faire une reconstruction et à comprendre la relation entre les deux espaces, on est censé avoir des valeurs plus faibles ici. Mais voilà, on a cette limite qui est plus floue en fait. Donc voilà. Pour conclure, on a un réseau de neurones qui nous propose des reconstructions sans aliasing. On se demande pourquoi, d'autant plus que l'aliasing est normalement inhérente à la façon dont la mesure a été faite. Et on a vu qu'en fait, en observant simplement un petit peu puisqu'on travaille sur des images, en observant simplement les couches intermédiaires et les différentes sorties des cartes de caractéristiques, on pouvait retrouver cette forme de HAFOP qui montrait donc que l'aliasing avait de l'influence. Donc tout va bien, on est bien
on est bien dans les limites de la physique, et surtout que le modèle était capable de reconnaître cette forme et de l'utiliser pour ses reconstructions et extrapoler là où il y a peu d'informations. Et ensuite, on a aussi vu qu'en modifiant un petit peu l'architecture, on pouvait jouer un petit peu sur ce côté, est-ce que l'architecture aura cette information, qu'est-ce qu'il peut en faire et comment il peut l'utiliser dans sa reconstruction. Voilà. Donc, ce qui est sûr, c'est que là, je vous présente, ça a quand même des limites, puisqu'on est sur de l'observation des couches intermédiaires, des couches profondes, et donc ça reste qualitatif. Ce ne sont pas des mesures, on n'a pas su l'évaluer comme ça, la présence ou non de la forme. Et également, il faut avoir un modèle relativement petit, parce qu'il faut l'observer à l'œil nu. Et de la même façon, il faut que ce soit dans des espaces qu'on puisse comprendre. Si la moitié, que l'homme puisse comprendre. Si la moitié de ces images étaient dans l'espace des fréquences, moi, ça aurait été impossible pour moi d'interpréter ça. Et voilà, donc merci pour votre attention.